Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la couche liaison de données ou couche 2 du modèle OSI. Une couche dont la compréhension est un atout majeur pour avancer dans le cursus de préparation à la certification CCNA. Cette vidéo est la première d'une série de 3 consacrées à la couche liaison de données. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer les missions assignées à la couche liaison de données, sa structure interne et le sens précis des normes I3E 802.X. La couche 1 transporte les bits, la couche 3 route les paquets entre les réseaux. Que fait la couche liaison de données? La couche 2 assure la communication locale sur un même lien ou un même domaine de diffusion. En regardant cette architecture, nous remarquons que chaque cercle est un domaine de diffusion. En d'autres termes, si un PC au sein de ce domaine envoie un message de diffusion ou de broadcast, tous les ordinateurs du domaine le reçoivent. Le domaine de diffusion est à chaque fois limité par le routeur. À titre d'exemple, si PC0 envoie un message de broadcast ou de diffusion, il ne traversera pas cette interface du routeur 0. Ceci est vrai pour tous les autres domaines de diffusion ici représentés. Chaque commutateur de couche 2 interconnecte les équipements d'un même lien local. La communication entre les machines d'un même lien local se fait sans passer par le routeur, sauf si ces machines appartiennent à des VLAN différents. Ce qui signifie que même si elles sont sur le même lien physique, il y a une organisation au niveau logique qui affecte chaque machine à un sous-ensemble particulier que nous appellerons bientôt les VLAN. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui s'en vient. La communication locale est donc entièrement prise en charge par la couche liaison de données. Comment cette dernière est-elle structurée pour accomplir sa mission? La couche liaison de données est divisée en 2 sous-couches définies par l'I3E. La sous-couche LLC ou Logical Link Control, encore désignée par la norme I3E 802.2, dont le rôle est de fournir l'interface logique avec la couche 3. Plus précisément, elle identifie et encapsule le protocole de couche réseau transporté et permet à IP de fonctionner indépendamment du média. Ensuite, nous avons la sous-couche MAC. La sous-couche MAC pour Media Access Control. Elle est responsable de l'adressage MAC. En effet, au niveau de la couche 2, la structure d'adressage est l'adresse MAC, comme au niveau couche 3 où la structure d'adressage est l'adresse IP. La deuxième mission de la sous-couche MAC est la définition du format des trames. Au niveau de la couche 3, nous avons vu que l'unité de représentation de l'information est le paquet. Au niveau de la couche 2, l'unité de représentation de l'information est la trame. Et c'est au niveau de la sous-couche MAC que celle-ci est définie. L'accès aux médias. Si la sous-couche LLC permet de faire abstraction de tout ce qui est média et de présenter aux couches supérieures une information qu'elle provienne d'un lien filaire ou sans fil, la sous-couche MAC permet de contrôler et de supporter l'accès aux différents types de médias de la couche physique, que ce soit la fibre optique, le câble à paire torsadé ou une liaison sans fil. Pour terminer, c'est également la sous-couche MAC qui assure la détection des collisions et des erreurs. Concernant les collisions, l'usage des commutateurs modernes a pratiquement éliminé les collisions dans les réseaux Ethernet filaires. Toutefois, il faut retenir que chaque port du commutateur est un domaine
de collision. Ceci reste important pour le CCNA car on va retrouver souvent des questions comme identifier le nombre de domaines de collision et de diffusion dans un réseau. Mais nous devons savoir que les liens filaires entre les commutateurs ou entre commutateurs et équipements terminaux sont en full duplex et en half duplex entre un point d'accès et le terminal Wi-Fi sans fil. Nous reviendrons plus loin sur ce point. La sous-couche MAC ne corrige pas l'erreur, elle la détecte. La correction est réservée à la couche transport, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Toute trame reçue par un hôte avec erreur est abandonnée. Si c'est un lien Ethernet, aucune retransmission n'est faite. Mais sur un lien série PPP pour point-to-point protocol ou HDLC, il y a une possibilité de retransmission. C'est donc la sous-couche MAC qui est liée directement à la technologie utilisée. Et au niveau de la sous-couche MAC, nous avons la famille des normes I3E 802.X. Lorsqu'on parle de I3E 802.X, le X n'est pas une version, mais une famille de normes décrivant différentes technologies de couche 2. À titre d'exemple, nous pouvons citer I3E 802.3 pour Ethernet qui utilise CSMA CD pour l'accès au réseau filaire. 802.11 pour le Wi-Fi qui utilise CSMA CA pour l'accès au réseau sans fil. 802.1D pour le Spanning Tree Protocol ou STP qui permet de construire un réseau de couche 2 sans boucle. 802.1P pour la priorisation et la qualité de service. 802.1Q pour la création des réseaux locaux virtuels ou VLAN. 802.1X pour l'authentification réseau basée sur les ports du commutateur. 802.15.1 pour les échanges Bluetooth. 802.15.2 pour la gestion des objets connectés tels que les capteurs de température, les capteurs de mouvement, les interrupteurs sans fil, les alarmes, etc. Nous rencontrons également une interface Zigbee sur les points d'accès Wi-Fi. Notons pour terminer cette série concernant 802.x que l'I3E 802.2 représente la sous-couche LLC. I3E 802 est donc un cadre normatif général, le X désignant la technologie précise. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. En résumé, que pouvons-nous retenir? Nous pouvons retenir que la couche 2 assure la livraison au niveau réseau local des données, indépendamment du protocole de couche supérieure IPv4 ou IPv6. Elle est constituée elle-même de deux sous-couches, la sous-couche LLC et la sous-couche MAC. L'unité d'adressage est l'adresse MAC et l'unité de représentation est la trame. L'I3E 802 encadre les communications et les protocoles de couche 2. Comme exemple, nous pouvons citer STP, Ethernet, LACP au niveau réseau local et PPP, HDLC pour la partie réseau étendu, avec les interfaces série bien évidemment. Et les liens plus rapides sur fibre optique qui sont des liens gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet, 25 gigabit Ethernet et 100 voire plus gigabit Ethernet. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser la structure d'une trame Ethernet et d'une trame Wi-Fi pour en dégager les différences fondamentales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Monsieur P. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir.